Dans cette capsule, nous allons voir comment est calculée votre tâche et c'est quoi aussi les règles qui font en sorte qu'un enseignant ou une enseignante est à temps plein ou à temps partiel. Avant de rentrer dans les détails sur le calcul de la charge ou de la tâche, je vais vous entretenir au sujet de l'OGS inversé, OGS pour Offre générale de service. Faut d'abord savoir qu'il y a un certain nombre d'années, il fallait à chaque session que chaque enseignant qui n'était pas permanent envoie une offre de service pour dire qu'il était intéressé à enseigner à la prochaine session. Vous comprendrez que c'était un irritant, ok, parce qu'il fallait ne pas l'oublier à chaque session et évidemment sur plusieurs centaines d'enseignants, il y en a qui oubliaient et ça créait des frictions et des problèmes. Ce que le syndicat, la partie syndicale du CRT a convenu avec la partie patronale, c'est que dorénavant, les candidatures sont automatiques. C'est pour ça qu'on appelle ça un OGS inversé. C'est que de facto, vous êtes considéré comme ayant posé votre candidature pour la prochaine session d'enseignement. Okay? Fait que vous n'avez pas besoin de vous manifester. Par contre, c'est là le terme inversé, là, c'est que si vous ne souhaitez pas enseigner à la session prochaine, ben, ça serait de bonne loi de remplir le formulaire de désistement. C'est pas obligatoire, il y en a qui vont refuser la tâche un petit peu plus tard dans le processus, là, mais afin de bien préparer la session puis de bien préparer les listes de priorité d'emploi, ben, les personnes qui ont rempli le formulaire de désistement, bon, ben, les ressources humaines savent que ces personnes-là ne seront pas disponibles pour la prochaine session et ainsi de suite prévoir de faire des entrevues, des embauches là, si nécessaire. Pour trouver le formulaire de désistement, il y a un lien dans le PowerPoint, mais c'est aussi possible dans la communauté Omnivox, là, dans la communauté qui s'appelle Dotation Recrutement. Il y a un menu OGS. Okay? C'est un petit peu difficile à trouver. Ou en cas de besoin, vous pouvez aussi écrire aux ressources humaines, là, dire rh@cegepoutaouais.qc.ca, c'est l'adresse à utiliser pour avoir le lien directement vers le formulaire. La priorité d'emploi qu'un enseignant ou une enseignante peut avoir, ben, ça va jusqu'à maximum un ETC. Okay? ETC équivalent temps complet. Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? C'est qu'on ne peut pas faire valoir sa priorité pour plus qu'enseigner à temps plein. C'est-à-dire que si, par exemple, dans votre discipline, quelqu'un part en congé maladie durant la session, là, mettons au milieu de la session, ben normalement, il faut quelqu'un pour engager pour remplacer. Si vous êtes déjà à temps plein, ben, vous ne pouvez pas faire valoir votre priorité d'emploi. Vous pouvez vous manifester de façon OK, moi, ça m'intéresse si on trouve personne, mais autrement dit, une personne qui n'est pas à temps plein ben, va avoir priorité sur vous. Fait que dans votre discipline, s'il reste des enseignants à temps partiel en bout de liste, ben là, évidemment, c'est ceux-là qui ont priorité et non la personne qui est numéro 1 sur la liste d'ancienneté. Même remarque aussi pour les cours d'été. Donc, les cours d'été sont rattachés à l'année d'engagement qui vient juste de se terminer. Là. Donc, par exemple, si je prends l'été 2025, ben, ça a le rapport à l'année 2024-2025. Donc, si une personne a un contrat à temps plein pour l'année 2024-2025, ben, elle ne peut pas faire valoir sa priorité pour les cours d'été parce qu'elle est déjà en ETC. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas les engager, mais ce ne sera pas elle qui sera prioritaire. Fait que ça dépend s'il y a d'autres enseignants qui n'ont pas atteint leur ETC qui signifient leur intérêt, dans le fond, pour enseigner les cours d'été. L'offre générale de service ne s'applique que pour la formation régulière, c'est-à-dire que si vous enseignez ou vous souhaitez enseigner à la formation continue, ben, il va falloir continuer à appliquer sur chacun des affichages là, à l'aide de CV Manager. C'est pas impliqué, c'est pas inclus dans le processus d'OGS inversé. Je vous donne en vrac plusieurs informations importantes concernant la liste d'ancienneté, là, parce que ça va avoir un lien, évidemment, avec les priorités, avec les charges. Premièrement, la liste d'ancienneté, il y en a seulement une par année et elle est publiée le 15 octobre de chaque année. Fait qu'il n'y en a pas d'autres rendus à la session d'hiver. Fait que ce qui veut dire qu'un prof qui est engagé, par exemple, au mois de novembre ou au mois de janvier, par exemple, va apparaître juste sur la liste du 15 octobre suivant
précédent. Puis en fait, cette liste-là tient compte de ce qui est arrivé jusqu'au dernier jour de l'année d'engagement précédent. Fait que même l'enseignant qui est engagé pour la rentrée au mois d'août, ben son nom ne va pas apparaître tout de suite sur la liste du 15 octobre qui suit. Okay? Donc, il va avoir quand même un petit bout où ce qui ne sera pas sur la liste d'ancienneté. L'idée de pourquoi que la liste d'ancienneté est annuelle, ça n'a pas toujours été le cas, ça a déjà été d'autres modalités dans la convention collective, mais ça pouvait donner lieu à des courses à l'ancienneté, donc quelqu'un qui va accepter des remplacements pour essayer de dépasser quelqu'un, ce qui n'était pas sain. Donc la solution qui a été négociée pour la convention collective, c'est que normalement, il y a l'ancienneté figée dans le fond pour un an. Fait que le 15 octobre, on sort la liste d'ancienneté. Fait que, par exemple, le 15 octobre 2025, il y a une liste d'ancienneté qui sort. Ben, cette liste d'ancienneté-là est utilisée pour l'engagement pour la session d'hiver 2026 et pour l'automne 2026. Okay? Fait que chaque liste va servir pour les 2 sessions, dans le fond, qui vont suivre. Donc, j'ai parlé des 3 premiers encadrés. Là. Ensuite, si je m'en vais sur le 4e encadré, accumulation maximale de 1 année d'ancienneté par année. Fait que c'est impossible d'accumuler plus que 1 sur cette liste d'ancienneté-là. Même si vous faites des tâches supplémentaires comme vous donnez le cours d'été, les cours d'été peuvent permettre d'accumuler de l'ancienneté. Mais là, j'allais dire de la suppléance, mais la suppléance ne permet pas d'accumuler de l'ancienneté. Les remplacements permet, OK, il y a une distinction entre suppléance et remplacement. Suppléance, c'est vous remplacez un collègue qui est absent un jour ou 2, OK, c'est de la suppléance. Par contre, le même collègue est absent pendant 2 mois, puis vous prenez un contrat de plus. Ça va être payé en CI, en charge individuelle, donc vous allez avoir un contrat pour ça. Ça va compter dans votre ancienneté et vous pouvez accumuler de l'ancienneté avec ça. Par contre, vous ne pouvez pas dépasser le 1 par année, là, même si ça serait en surplus d'une tâche pleine. Il existe aussi des listes de priorités, là, parce que je vous ai dit, la liste d'ancienneté est publiée juste le 15 octobre, fait que quelqu'un qui vient tout juste d'être embauché n'apparaît pas sur la liste d'ancienneté, ben, il existe quand même une liste de priorités qui tient compte des priorités pour les nouveaux. Les priorités, on en parle dans la prochaine diapositive. Les priorités, ben évidemment, c'est selon la liste d'ancienneté. Fait que plus mon rang est élevé, plus je suis dans le haut de la liste d'ancienneté, ben plus j'ai priorité. Mais il peut exister 2 cas particuliers. Par exemple, aucune ancienneté. OK, donc c'est le cas, il y a 2 enseignants, par exemple, qui ont été engagés en même temps pour le début de la session d'automne. Ni un ni l'autre va apparaître sur la liste d'ancienneté. Fait que là, quand ça arrive le moment quand le département doit faire ses tâches d'hiver, ben, il doit déterminer c'est quoi la priorité. Ben, les règles, c'est les suivantes. Premièrement, c'est la date d'embauche. Okay? Fait que celui qui était embauché avant a priorité. Ça arrive souvent que les 2 personnes sont embauchées en même temps. Puis, deuxième critère, date du comité de sélection, ben ça aussi, ça arrive souvent que le comité de sélection ait lieu la même journée pour les 2 personnes. Fait que si c'est le cas, ben c'est le 3e critère qui va s'appliquer et c'est l'ordre du comité de sélection. Quand un comité de sélection choisit des candidats, s'il retient 2 candidats, il va nommer un ordre. Même si les 2 enseignants sont à temps plein pour la session, ben, il y en a un qui a été classé numéro 1, un qui a été classé numéro 2. Fait que, et là, vous pouvez demander aux ressources humaines, là, si vous ne savez pas, si mettons vous êtes dans la situation où vous n'avez pas d'ancienneté, puis il y a un autre collègue aussi qui est embauché, lequel des 2 qui était classé numéro 1. L'autre cas qui peut arriver, je reprends mon même exemple des 2 enseignants qui sont engagés en même temps à l'automne. Les 2 enseignent à temps plein pour l'année au complet, mettons. Bon, ben là, le 15 octobre suivant, les 2 vont avoir 1 sur la liste d'ancienneté. Fait qu'ils ont une ancienneté égale. Comment qu'on fait pour choisir l'ordre? Bon, ben là, la convention collective dit qu'il y a 3 critères. Le premier critère, c'est l'expérience. Attention, on parle de l'expérience comme préalablement à l'embauche au cégep, là. Donc l'expérience professionnelle. Donc, qu'est-ce qui a travaillé ailleurs, qu'est-ce qui était reconnu. Si cette expérience-là est égale, ben là, à ce moment-là, c'est la scolarité.
Puis si la scolarité est égale, ben là, c'est la date d'embauche. Fait que c'est quand même un petit peu particulier, cette situation-là. Ça peut donner lieu à des problématiques parce que quand il n'y a aucune ancienneté, ben le critère, c'est la date d'embauche, tandis que quand l'ancienneté est égale, ben c'est l'expérience. Fait que pendant une année, ben ça peut être la date d'embauche, mais là, l'autre année suivante, ça devient l'expérience. Fait que ça peut donner lieu à des dépassements qui sont malheureux sur la liste d'ancienneté. D'autres informations très importantes là, par rapport à la tâche, vous pouvez vous désister sans conséquence, là, autre le fait que vous n'aurez pas de travail là, jusqu'au 31 juillet ou jusqu'au 20 décembre, okay, dépendamment de la session d'automne ou de la session d'hiver. Donc, par exemple, OK, on est au mois de mai, vous acceptez 2 cours dans votre discipline, ça vous donne pas un temps plein, mais bon, OK, vous l'acceptez quand même. Mais finalement, durant l'été, il y a un autre cégep qui vous appelle, qui vous dit hey, j'ai une tâche à temps plein. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez vous désister du cégep de l'Outaouais. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour le faire. Si vous le faites après le 31 juillet, le prof peut être considéré comme démissionnaire. Là, j'ai marqué est considéré comme démissionnaire, là, mais c'est sûr qu'il peut avoir des motifs humanitaires. C'est pas automatique. La direction pourrait ne pas considérer ça comme une démission, mais c'est un risque. Okay? Fait qu'assurez-vous de savoir ce que vous faites. Si vous êtes considéré comme démissionnaire, ben, qu'est-ce que ça implique? C'est que ça implique que vous n'avez plus de priorité. Fait que si vous voulez revenir enseigner au cégep de l'Outaouais, ben, il va falloir repasser le comité de sélection, il va falloir recommencer à zéro là, sur la liste d'ancienneté, donc vous allez être le petit dernier. La convention collective prévoit qu'il n'y a aucun ajout de nouvelle préparation moins de 45 jours avant le début de la session, qui est dans le but de savoir un peu c'est quoi les cours que vous allez enseigner, sauf évidemment si vous êtes d'accord avec ça. C'est sûr que si vous avez une tâche à temps partiel, puis on vous offre un autre cours, une autre préparation, ben, ça peut être à votre avantage monétairement d'accepter cette modification-là. Mais sachez que vous n'êtes pas tenu. Cette règle-là est plus intéressante pour les profs qui sont permanents ou les profs qui ont déjà l'assurance d'une tâche à temps plein. Là. Donc, l'organisation scolaire pourrait pas vous dire, OK, au lieu d'enseigner un cours de mécanique, ben, tu vas enseigner un cours d'électricité parce que finalement, on a plus de groupes en un à l'autre. Là. Donc, la direction ne pourrait pas changer votre tâche à la dernière minute. Petite précision, on parle bien de préparation comme de cours différents. Je reprends mon exemple en physique. Là, si j'enseigne 2 cours de mécanique puis un cours d'électricité, ben, ça pourrait changer pour un cours de mécanique, 2 cours d'électricité. Okay? Donc, c'est-à-dire changer le nombre de cours de chacune nombre de groupes de chacun des cours. Ça n'implique pas de nouvelle préparation. Là. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Par contre, si on me dit tu vas enseigner un cours d'optique, ben là, je vais dire non, c'était pas ça qui était prévu selon ma tâche. Je pourrais quand même accepter si ça fait mon affaire, mais j'ai le droit de refuser. Lorsqu'une charge d'enseignement est disponible durant la session, ben, à ce moment-là, c'est selon la liste d'ancienneté, là, évidemment. Et il y a possibilité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a possibilité de scinder la tâche. La convention collective elle prévoit que c'est possible de la scinder. Vous avez déjà un 80% de tâches. Il y a un prof qui est à temps plein qui tombe en congé maladie, ben vous pourriez comme ramasser un cours ou 2 cours, là, dépendamment de l'horaire, du nombre d'heures, et ainsi de suite. Donc, ce serait possible de ramasser une partie de la tâche. Et d'atteindre, dans le fond, un temps plein. Là. Comme je disais plus tôt, là, on peut faire valoir sa priorité jusqu'à l'équivalent temps complet. S'il y a une charge d'enseignement qui est disponible durant la répartition des tâches, okay, donc avant que la session soit commencée, là, chaque département se rencontre et va faire la tâche par discipline, dans le fond. Fait que, chaque discipline fait sa tâche. C'est pas possible de scinder. C'est pas possible pour quelqu'un de dire ah, moi, j'aimerais ça avoir juste la moitié d'une tâche ou 3/4 d'une tâche. Malheureusement, c'est pas possible parce que la convention collective elle prévoit qu'on veut le maximum de profs à temps plein. Normalement, dans un monde idéal, il devrait n'avoir qu'un temps partiel par département, là, au maximum, par discipline.
C'est sûr qu'il y a des cas particuliers, il y a des spécialisations, il y a d'autres cas particuliers qui peuvent arriver, là, mais normalement, là, tout le monde est à temps plein, sauf le dernier en bout de ligne qui pourrait avoir une tâche à temps partiel. On peut avoir aussi plus tard, quand vous répondez à certains critères de la convention collective, c'est possible d'avoir le PVRTT, programme volontaire de réduction de temps de travail, qui peut permettre d'alléger la tâche, mais quand vous commencez, malheureusement, c'est pas possible d'avoir un PVRTT, là, fait que vous devez avoir une tâche à temps plein. L'objectif de cette clause-là de la convention collective, c'est d'avoir des profs qui s'investissent. On ne veut pas avoir des enseignants qui sont en fait des employés à temps plein dans un autre domaine, dans une autre entreprise, et qui viennent enseigner un cours ou deux là, pour arrondir les fins de mois. Là. Donc, on veut que l'enseignement soit la priorité et que la personne s'y consacre à temps plein. Pour savoir comment vous vous classez, si vous êtes à temps partiel ou à temps plein, ou encore pour calculer la hauteur de votre contrat en pourcentage, on a besoin de calculer la CI. Okay? CI veut dire charge individuelle. C'est une formule qui est assez compliquée. Il existe un calculateur qui permet de faire le travail pour vous. Dans cette capsule-ci, je n'entrerai pas dans les détails, mais sachez qu'il existe une capsule complètement séparée qui ne porte que sur le calculateur de CI que je vous invite à visionner là, si vous voulez savoir comment fonctionne le calculateur de CI, qui est disponible sur le site web du SECO. Je vais passer par-dessus cette diapositive parce que je veux que vous regardiez plutôt la capsule calculateur de CI si vous voulez en détail savoir quoi faire pour calculer votre CI. Je mets ici à titre de référence la formule qui est écrite aussi dans la convention collective pour permettre de calculer la CI liée à la prestation de cours. C'est pour ça qu'il y a l'indice P. Vous voyez que c'est quand même assez mathématique comme formule. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et regarder la formule si vous voulez vraiment comprendre d'où ça vient tout ça. Mais je vous conseille plutôt fortement d'utiliser le fichier Excel, le calculateur de CI, là, qui va vous permettre de calculer automatiquement votre CI. Je vous rappelle qu'il y a une capsule vidéo spécifiquement pour le calculateur de CI. Quand vous connaissez votre valeur de CI, okay, mettons que vous avez utilisé le calculateur ou encore ça pourrait être votre coordonnateur là, qui l'a calculé pour vous puis vous a dit votre valeur de CI, ben là, vous voulez savoir maintenant qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là, qu'est-ce que ça fait en sorte. Le premier cas de figure, là, on est à la tâche automne, là, supposons que vous êtes sur un poste. Okay? J'en ai parlé dans l'autre capsule sur les postes. C'est très rare quand on commence à avoir un poste, mais ça peut arriver après un certain nombre d'années que vous êtes sur un poste. Ben, la valeur de la CI n'est pas importante. Okay? C'est clair que vous allez être à temps plein. Fait que vous avez un contrat, un ETC. Okay? Même chose pour une charge annuelle de remplacement. Là. Par exemple, vous remplacez un collègue qui est en congé sans salaire pour l'année, ben vous avez un contrat, un ETC. Fait qu'un contrat à temps plein pour l'année entière. Deuxième cas de figure, vous avez une CI inférieure à 40 pour une session. Okay? Là, à ce moment-là, ça va vous donner un contrat qui est à temps partiel. Okay? On essaie de viser un 40 là, par session pour avoir un contrat à temps plein session. Là. Mais là, mettons que je prends l'exemple, vous avez 30 de CI. Ben, vous avez dans le fond le 3/4 d'un contrat, mais pour calculer le TC, ben, il faudrait faire 30 sur 80. Fait que finalement, vous avez 37,5% d'un contrat annuel. Okay? Parce que dans le fond, vous êtes aux 3/4 d'une session, mais une session représente la moitié de l'année. Fait que c'est pour ça qu'il faut diviser par 80 quand on est dans le cas de la session. Fait que après ça, vous avez l'encadré pour savoir votre salaire. Ben, vous allez prendre votre ETC puis vous allez multiplier par le salaire annuel. Donc, la personne qui serait à 0,375, ben, elle aurait 37,5% du salaire annuel pour la session d'automne. Puis là, après ça, rendu à la session d'hiver, ben, ça a encore la même tâche. Ben, elle aurait encore un autre 37,5% du salaire annuel qui s'ajouterait. Le troisième cas de figure, si votre CI est entre 40 et 44, tant mieux. Okay? C'est ça qu'il faut viser, entre 40 et 44, c'est une pleine charge session. Okay? Vous avez quand même un contrat à temps partiel à l'automne. Okay? Pourquoi? Parce que la convention collective a dit qu'un enseignant à temps plein, c'est un enseignant qui enseigne à temps plein pour l'année entière. Fait que
rendu à l'automne, vous ne savez pas encore qu'est-ce qui va arriver à l'hiver. On souhaite que vous allez avoir aussi encore du travail à l'hiver, mais ça pourrait arriver que vous n'en ayez pas ou en ayez moins. Donc, le cégep, la direction, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est qu'ils vont vous donner un contrat qui va s'appeler quand même contrat à temps partiel, mais qui va être l'équivalent de la moitié d'un contrat annuel à temps plein. Là, fait que vous allez avoir 0,5 ETC. Fait que bref, sur la session d'automne, ben, vous allez avoir la moitié du salaire annuel. Et le quatrième cas de figure, vous avez une CI supérieure à 44. Ben à ce moment-là, vous avez quand même le contrat à temps partiel et vous avez quand même un petit peu plus parce que là, ça se pourrait, mettons que vous reveniez pas à l'hiver parce que finalement, il n'y a pas de travail pour vous du tout, ben vous allez avoir une rémunération supplémentaire pour le dépassement. Mais si vous revenez à l'hiver, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la prochaine diapositive. Là, ça va être la suite logique de tout ça parce que le surplus de CI de l'automne peut servir à l'hiver. Okay? Parce que dans le fond, on va regarder la CI annuelle. En fait, j'y vais de ce clic. Fait que maintenant, c'est la CI annuelle qui est important de regarder. On est rendu à la session d'hiver. Okay? Le cas du prof qui était déjà là à l'automne. Fait que si ça vous donne inférieur à 80, quand on fait la somme des deux, peu importe ce qui s'est passé à l'automne, peu importe la catégorie que vous étiez, on regarde qu'est-ce que ça donne au total, ben ça ne vous permet pas d'atteindre 80. Puis là, je parle du cas où ce que le prof n'est pas sur un poste. Là. À ce moment-là, il va avoir un autre contrat à temps partiel pour la session hiver. Fait que ça peut arriver, quelqu'un qui ait deux contrats à temps partiel. Fait qu'il pourrait avoir un contrat à temps partiel de 0,5 à l'automne, puis 0,4 à l'hiver, ou 0,4, 0,4, ou peu importe les valeurs, là, tant que ça ne donne pas 1, là, évidemment. On peut arriver au cas où ce que la CI annuelle donne entre 80 et 85, et ça, c'est le scénario idéal, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir un contrat à temps complet. Donc là, selon la convention collective, vous allez être considéré comme un enseignant à temps complet, parce que vous allez avoir assigné pour toute l'année. Fait que votre contrat va être rétroactif au début de l'année parce que ça se pourrait, par exemple, quelqu'un qui avait, supposons, 38 de CI à la session d'automne et il y a, mettons, 43 à la session d'hiver, fait que ça va lui donner un 81 annuel. Fait que là, à l'automne, cet enseignant-là n'était pas payé temps plein parce qu'il était seulement à 38, fait qu'il y a eu 38 80e d'un salaire annuel. Ben là, une bonne nouvelle, ben finalement, on va faire rétroactivement, fait que la personne va recevoir des sous, dans le fond, pour compenser la partie qu'elle n'avait pas eue à l'automne, parce qu'elle tombe entre 80 et 85. Ça pourrait arriver aussi que la personne était déjà en haut de 40, là, mettons le cas contraire, là, la personne était à 43 à l'automne, elle avait déjà un demi-salaire annuel, ben là, mettons qu'elle a un 40 rendu à l'hiver, ben 40 plus 43, ça va faire un 83, fait qu'elle est entre 80 et 85, fait qu'elle va avoir son contrat rétroactif au début de l'année, mais il n'y aura pas de compensation financière, parce qu'elle a déjà eu la moitié de l'année. Par contre, ça va avoir un impact sur les vacances. Okay, j'ouvre une parenthèse là, parce que les vacances du contrat d'automne ben, sont tout de suite après la session d'automne. Fait qu'il y a comme une période de vacances un peu bizarre qui se trouve à être au mois de janvier, début février, là, pour la personne qui a un contrat à temps partiel à l'automne. Mais parce que la convention collective dit qu'on a 2 mois de vacances, fait la personne pourrait avoir un mois comme en janvier et début février pour son contrat d'automne. Puis après ça, pour son contrat d'hiver, ben, elle aurait un mois en juillet. Mais ça fait en sorte qu'il y aurait une coupure de paye pour le mois d'août parce que dans le fond, il n'y aurait plus de vacances là. Fait que l'idée d'avoir le contrat rétroactif, c'est qu'on élimine le versement des vacances à fin janvier, début février, parce que la personne, de toute façon, elle a un autre contrat. Et rendu à l'été, ben, elle va pouvoir avoir ses 2 mois de vacances. Là. Le contrat annuel permet d'avoir la paye étalée sur les 12 mois. C'est ça que je veux dire là-dessus.
Troisième cas de figure pour cette diapositive-là, si la CI annuelle est supérieure à 85, ben là, évidemment, vous avez quand même un contrat en temps complet rétroactif au début de l'année, là, mais la personne va recevoir une rémunération additionnelle là, qui est calculée selon la formule qui est affichée à l'écran avec le taux horaire de chargé de cours. Sachez que vous êtes en droit de refuser une tâche qui serait supérieure à 85, là. Mais ça pourrait avoir pour conséquence de, OK, il faut enlever un groupe, fait que ça pourrait vous faire descendre en bas du 80. Pour un prof permanent, c'est beaucoup moins dommageable parce que le prof permanent, il est assuré d'avoir son plein salaire annuel. Fait que ce refus-là peut se faire sans trop grandes conséquences. Mais pour un prof qui est non permanent, ben, faut voir c'est quoi les enjeux. Parfois, ça peut être possible de juste changer un étudiant ou deux de groupe quand il y a plusieurs groupes du même cours. Donc, il y a possibilité, là, fait que vous pouvez en parler avec votre responsable de la coordination départementale là, pour trouver une solution si jamais ça vous arrive. La charge individuelle d'un enseignant ou d'une enseignante est toujours déterminée selon le nombre réel d'étudiants après la date limite de désinscription, là, fait que c'est-à-dire 20 septembre pour la session d'automne ou 15 février pour la session d'hiver. C'est les dates de référence pour le calcul de la CI selon la convention collective. Fait que ça fait en sorte que quand la direction va préparer votre contrat, il peut avoir une certaine réserve qui est appliquée dessus, OK, pour tenir compte du fait que vous allez peut-être perdre des étudiants. Par contre, on a fait une entente locale après plusieurs discussions là, pour protéger si jamais vous aviez une charge pleine au moment du projet de répartition. Donc, vous faites la rencontre départementale, vous faites le projet de répartition, vous avez une tâche pleine. Ça fait en sorte que si la réserve puis les désinscriptions font en sorte que vous perdez beaucoup d'étudiants puis que vous êtes en bas du 80 de CI, là, vous ne perdrez pas votre annualisation. Là, vous allez la conserver. Ce qu'on a convenu en contrepartie, c'est que la personne devrait faire de la suppléance ou des tâches administratives départementales. Là, supposons qu'il n'y a pas de suppléance suffisante pour tenir compte de ce fait-là. À la session d'automne, c'est un peu moins problématique parce que l'enseignant peut toujours se reprendre à la session d'hiver, avoir une CI légèrement supérieure à la session d'hiver pour compenser les désinscriptions de l'automne. Mais rendu à la session d'hiver, bon, ben là, les désinscriptions, la réserve peut faire en sorte que le contrat a descendu à 79, par exemple. Bon, ben, il va manquer un de CI. Ben, la direction va vous demander de travailler en suppléance l'équivalent de 1 de CI. On explique un peu comment faire les conversions plus tard. Là, dans la prochaine diapositive, j'ai une formule pour ça. Si vous n'atteignez pas le 80 de CI avec vos cours au régulier, sachez que c'est possible aussi de combler lorsque vous êtes proche avec des heures de chargé de cours. Mais il y a une valeur minimum, il faut avoir au moins un 50 de CI à la formation régulière pour que la formule puisse s'appliquer. Donc, ça va généralement pour des enseignants qui sont proches de l'annualisation, mais qui leur manquent quelques heures. Si la CI divisée par 80 plus le nombre d'heures de chargé de cours divisé par 525 donne plus grand ou égal à 1, ça fait en sorte que la personne peut être annualisée. Les heures de chargé de cours, ça peut être chargé de cours à la formation continue, mais ça peut être aussi de la suppléance ou ça peut être aussi des cours d'été. Fait que parfois, le cours d'été, normalement, il est payé au taux horaire de chargé de cours. Le taux horaire de chargé de cours, depuis les dernières conventions, il est déjà beaucoup mieux que ce qui était avant, mais généralement, c'est moins avantageux que d'être payé en CI ou et d'avoir une annualisation, parce que l'annualisation va vous donner aussi possiblement accès plus vite à la permanence, en vous donnant des années à temps complet, en vous faisant monter dans la liste d'ancienneté. Fait que bref, c'est souhaitable. Pour calculer, il y a l'encadré en bas là, qui dit aussi, une autre façon de faire ça, c'est qu'on peut calculer qu'une heure de cours, c'est équivalent à 0,1524 de CI. Fait que si, par exemple, un enseignant est à 75 de CI, ça veut dire qu'il manque juste 5 de CI pour atteindre 80. Fait qu'en prenant 5 divisé par 0,1524,
ben, la personne est capable de calculer combien d'heures de charge de cours ou combien d'heures de cours d'été elle aurait besoin, dans le fond, pour être annualisée. La dernière diapositive de cette capsule-là donne quelques principes généraux là, qui sont importants de respecter lorsqu'on fait la répartition de la tâche par discipline. La convention collective dit que la répartition doit être équitable, ok? Donc c'est pas normal que des enseignants, même si c'est les enseignants qui ont plus d'ancienneté, ne devraient pas choisir juste les plus belles tâches, puis les nouveaux ramasser ce qui reste. Là. Normalement, la tâche devrait être quand même assez équitable. C'est sûr que c'est un peu compliqué de définir qu'est-ce qui est équitable, mais ça devrait être une discussion. Idéalement, ça ne devrait pas juste être par ancienneté, mais évidemment, certains départements ont des pratiques qui sont différentes les unes des autres. Là. Fait que ça peut être un petit peu délicat, mais sachez que vous pouvez aborder la question en réunion départementale. Le syndicat peut refuser une CI session qui dépasse 55. Okay? Tantôt, on a parlé qu'idéalement, c'est entre 40 et 44. C'est sûr que ça peut être un peu plus. On a déjà vu souvent des CI de 48, 50 à l'automne. Ça fait en sorte que l'enseignant a moins de CI à l'hiver parce que l'important, c'est que ça balance d'un point de vue annuel. Mais lorsqu'il y a un trop gros débalancement, c'est vraiment pas optimal. Okay? Donc, le syndicat peut refuser et va refuser là, à moins qu'il y ait vraiment une raison exceptionnelle. Là. Aucun enseignant ne devrait être en haut de 55. C'est un principe. Un enseignant peut refuser une CI annuelle dépassant 85, on en a déjà parlé. Il faut favoriser les charges à temps complet également. Il devrait avoir qu'un seul temps partiel par département, sauf si par discipline, pardon, sauf s'il y a des spécialisations, évidemment. Les règles départementales peuvent varier énormément. Fait que normalement, la répartition de la tâche, il devrait avoir des règles départementales. Parce que chaque département a ses propres manières. Parlez-en à votre responsable à la coordination départementale. Pour optimiser les ressources enseignantes, il faut essayer le plus possible de diminuer les multiples préparations. Fait que, si par exemple, j'ai 4 groupes de mécanique, ben, ça ne devrait pas être 4 enseignants différents qui donnent ces cours de mécanique-là. On devrait essayer au moins de regrouper 2 ou 3 par enseignant de façon à optimiser, dans le fond, le calcul de la CI. C'est un petit peu technique, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais si la tâche n'est pas optimisée, ben, le département pourrait dépasser. La direction, l'organisation scolaire va envoyer une certaine valeur de TC que le département doit viser. C'est ce qu'on appelle l'allocation. Donc, on est en train de faire la tâche. Fait que l'organisation scolaire va vous dire, OK, pour le département et la discipline X, vous avez 8,3. Donc, normalement, ce département-là devrait faire sa tâche et il devrait avoir 8 enseignants à temps complet et un enseignant qui a une tâche de 30%. Si on fait des multiples préparations à tout le monde et qu'on fait la tâche un petit peu n'importe comment là, sans essayer de l'optimiser, ben, ça peut faire en sorte que finalement, on ait besoin de 9 enseignants ou 10 enseignants dans cet exemple-là. Et la tâche pourrait être refusée. La responsabilité du département, c'est de faire la tâche. La responsabilité de la direction, c'est de faire les allocations. Mais le département doit faire la tâche en respectant le plus possible les allocations. Évidemment, il y a une petite marge de manœuvre. Okay? Ça peut arriver qu'un département dépasse un peu, qu'une discipline dépasse un petit peu l'allocation, là, mais que la tâche soit quand même acceptée. Et vision long terme, okay, prévoyez quand vous êtes en réunion départementale, ça ne devrait pas être toujours le même enseignant qui donne toujours le même cours. Faut que les cours circulent. C'est pas souhaitable que les cours changent à chaque session. Il peut y avoir quand même certaines règles qui peuvent dire, OK, on garde la priorité pendant 2-3 sessions, 2-3 années, là, dépendamment de si le cours se donne à chaque session ou chaque année. Mais c'est clair qu'il faut être prêt à remplacer quand la personne va partir à la retraite ou si la personne a un congé maladie, un congé parental, il faut que d'autres enseignants soient à l'aise d'enseigner ce cours-là. Faut penser aussi que parfois il peut y avoir des libérations, donc le cours que l'enseignant donne toujours peut ne pas rentrer dans la tâche de quelqu'un. Fait que bref, c'est important de penser à tous ces détails-là quand on fait la tâche.